Bonjour. Coucou. Ah purée, ça fait bizarre, j'ai trop de retours. Euh... Bon. Bon. On va partir pour le truc. Faut juste attendre que je mette un peu les choses en place. Tranquillou, il n'y a pas de pression. Il y a qui actuellement? Il n'y a que Théo. Dites-moi bonjour là dans le chat, histoire de voir. Faites-moi coucou. Ah, cool. Cool. Bon, bah écoutez, on va pas tarder à y aller. On va discuter rapidement. Il y a une mouche qui vole, c'est pas grave. Ah, ça marche. Cool. Bon, on va parler du match d'hier. Je vais pas pouvoir tout vous montrer parce que bien évidemment, je n'ai pas le droit de montrer ce que Canal+ a diffusé. Donc on va discuter rapidement. Mesure de la latence. Ah d'accord. Donc on va parler rapidement du match, du contexte du coup, ça va être un peu plus, moins dans l'analyse, plus dans la discussion. Je pense que vous l'avez pas vu. Et, euh, et puis on va essayer de regarder un peu les actions qui ont été intéressantes, ce que j'ai pu voir, mais je vais pas pouvoir malheureusement cette fois-ci le démontrer avec l'appui de la vidéo, vu que je n'ai pas le droit. Bon, on va être parti. Paf. Faut que je sélectionne juste la sortie. Quel est le souci? Propriété. Ok, j'ai un petit problème de capture. Gros problème de capture, je vais régler ça. Ça arrive. Ah, voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai pas le reste? Ah, c'est parce que c'est tout en haut. Voilà. Re. Re à tous. Hop, paf, et on est parti. Bon, Toulouse-Bordeaux, premier match de la saison, match le dimanche soir à 21h, match à l'extérieur pour Toulouse, à domicile pour Bordeaux. Match intéressant parce que c'est deux équipes qui sont bien évidemment leaders et très dominantes dans le championnat depuis quelques années. Donc on va revoir un peu en premier temps le contexte du match, parce que pour moi c'est plutôt important de revoir un peu ça avant. Donc, le mercato cet été a été assez particulier parce que du côté du Stade Toulousain, on a eu deux gros cadres qui sont partis du vestiaire, en l'occurrence Tekori et Maxime Médard. Euh, Ce qui fait qu'on a un effectif un peu moins expérimenté, même si on a des joueurs qui sont incroyables. Mais on a perdu un peu ces deux cadres du vestiaire qui peut-être pourraient s'avérer euh, très pratiques si jamais... qui auraient pu s'avérer très pratiques un peu plus loin dans la saison. Et donc, ce match-là, pour certains joueurs des deux équipes, a un goût un peu particulier. Euh, Moi, j'en ai trouvé pour trois d'entre eux, tous plus spécialement. Parce que lors de ce match-là, on le verra, des joueurs, on va appeler revanchards, se sont affrontés, c'est-à-dire des joueurs qui sont joués avec leur ancien club.
Cela, c'est donc Zach Holmes, anciennement numéro 10 du Stade Toulousain, qui n'a pas été gardé par l'effectif, qui a été, on lui a gentiment dit coucou, va regarder tes autres opportunités, ainsi que Antoine Miquel, qui est juste allé chercher un peu plus de temps de jeu du côté de Bordeaux. Et ceux qui ont fait le trajet inverse, Alexandre Rouma, troisième ligne, puissant troisième ligne, qui est auteur d'ailleurs d'une passe décisive sur un des essais, celui-ci sur le premier essai toulousain, celui de Lebel. Et aussi un fait intéressant à noter, c'était aussi le premier match sur les couleurs toulousaines officielles en top 14 de Pierre-Louis Barassi, le jeune joueur venant de Lyon, le centre. Du côté des absents, côté Stade Toulousain, on a bien évidemment l'absence de Cyril Baye, euh, le pilier gauche toulousain, opéré des adducteurs qui devrait être absent pendant 2 à 3 mois. Une grosse nouvelle, alors on va faire un petit aparté. Grosse nouvelle assez terrible qui est tombée aujourd'hui, qui a fait un peu mal. On a appris par l'intermédiaire de Rugby-Rama que Virimi Vakatawa était obligé de couper sa carrière de rugbyman. En effet, il a eu la commission de médecins de la Ligue a décrété qu'il devait arrêter la pratique du rugby. Et du coup, à 28 ans, il arrête sa carrière de rugbyman. On ne sait pas pourquoi, on sait qu'il avait un genou en... Qu'il avait un genou... Ouais, c'est triste. Qu'il avait un genou en vrac depuis quelques années, hein, un genou dans la boîte à gants. Mais on n'arrête pas le rugby parce qu'on a un genou en vrac. Ça doit être soit un problème où ils ont tiré l'alerte d'un point de vue cérébral ou d'un point de vue cardiaque. Donc on n'a pas la précision, mais voilà. Virimi Vakatawa doit arrêter sa carrière actuellement. C'est dommage parce que déjà pour lui, je pense je ne le connais pas, j'ai jamais discuté avec lui, mais ça va être quelqu'un qui doit être ultra passionné, qui doit se donner à fond. Et c'est cruel. Voilà. Donc c'était un peu la news sniff sniff de la journée. Sachant que c'est tombé, je crois, sur les coups de 15h, 16h aujourd'hui. Du coup, voilà. Quoi de neuf aujourd'hui? Sur ce match-là, autre chose intéressante, au-delà du fait que ce soit un duel entre deux clubs rivaux, parce qu'il faut rappeler que Bordeaux et Toulouse font partie depuis quelques années de ces clubs qui sont grands prétendants au titre, et ce qui fait que il peut y avoir des tensions lors du match, on pourra le voir ici, notamment ici. Match important, match d'ouverture de saison, match pour la confiance, et match avec Thomas Ramos qui a commencé en 15. Parce que du coup, il y a la grande question au Stade Toulousain cette année, c'est qui prend le poste d'arrière? Est-ce que ça va être Thomas Ramos? Est-ce que ça va être Melvin Jaminet qui est aussi arrivé dans l'effectif, où là il n'était pas sur le banc, il était en réserviste. Est-ce que ça va être le jeune Capuzzo arrivé de Grenoble? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait un rouge? Alors, de base, l'arbitre voulait lui mettre un jaune, mais en gros, il s'est chauffé avec un des joueurs et il a eu un geste. Donc, en gros, ils étaient en train de se choper et juste il a fait ça. Enfin, il n'avait pas la main fermée, mais il a mis un petit coup en face. Et dans le règlement, si c'est un coup volontaire envers l'adversaire, bah c'est terminé. C'est carton rouge, il n'y a pas de discussion. Donc il y a un joueur du Stade Toulousain qui a pris un rouge. Donc c'est un duel entre deux clubs qui sont tous les deux en haut du championnat depuis plusieurs années, mais ça a été aussi quelques petits duels lors du match. On peut notamment citer le duel Dupont-Lucu de Neuf qui sont en équipe de France, qui se bataillent pour la place de Neuf. Dupont est le meilleur joueur de l'année de cette année.
Mais du coup, pas de suspension supplémentaire en vue. Non, 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 c'était juste un carton rouge. C'est-à-dire, il n'y avait pas de commission de discipline. Il me semble que tu as un match de suspension quand tu as un carton rouge, mais ça s'est arrêté là. Juste expulsion. Et aussi un autre petit duel qui était assez intéressant à regarder, c'est le petit duel Louis Biarré et Dimitri Delib. C'est deux jeunes qui ont commencé à l'aile tous les deux, ils étaient vis-à-vis pendant la première, pendant le match. Et en fait, c'est deux jeunes que Galtier a cités comme étant des potentiels ovnis pour l'année suivante. Parce qu'on sait que Fabien Galtier, à chaque fois, dit qu'à chaque année, il y a un ovni qui va être une personne qui va intégrer le groupe France. On avait eu l'année dernière euh, l'ailier de Toulouse, de Toulon, celui-ci là avec... j'ai plus son nom en tête. Bref, il y en a un chaque année. Et ces deux personnes font partie des prétendants à ce titre d'OVNI cette année. Delib a fait un plutôt bon match, et Biarré aussi, il n'a rien à rougir, mais ce ne sont pas eux sur qui on va un peu s'attarder aujourd'hui. Du côté... et que des Galtier comme entraîneur. Alors, c'est pas le même Galtier. Il y a un Galtier avec H et un Galtier sans H. Ouais, il y en a un qui est au PSG et l'autre qui est en équipe de France. Il y en a un qui est un peu plus prestigieux que l'autre. Du côté, en fait, alors le match, comment il s'est passé? Alors, vu qu'on va pas pouvoir faire une review complète du match parce que question de droit et aussi question d'intérêt, ça sera pas du tout intéressant pour vous de tout regarder. On va un peu expliquer, essayer de revenir si vous l'avez pas vu rapidement comment ça s'est passé. Donc, Toulouse a commencé très fort le match. Lors des 10 premières minutes, ils ont réussi à porter bien le ballon. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer d'essai pendant cette période forte. Et Bordeaux a plutôt réussi à faire le dos rond, à ne pas encaisser. Il y a eu 6-3, puis après 9-3, non, 6-3, et Bordeaux a marqué un essai par l'intermédiaire de leur nouveau joueur, Tamboué, qui est un joueur, je ne sais pas de quelle origine, on va aller regarder ça tout de suite, qui est un jeune joueur du club qui est arrivé cette saison, et Christophe Féos a dit de lui que c'était une petite bombe, et qu'il était complètement... bon. Ah, et voilà, un Congolais. Que c'était une petite bombe et il a juste marqué un doublé lors de ce match. Il a été incroyable. Pour moi, ça a été l'homme du match. Il n'y a pas photo il y a pas photo. C'était lui qui il a mangé la défense toulousaine. On va revoir ses essais avec les vidéos mises à disposition par le top 14. On s'était dit, oui, Jason Colby, il va quand même assez vite. Là, c'est pas mal aussi, hein. Donc, à surveiller lors d'un futur match Bordeaux face à Toulouse. Face à Toulon. Sacré duel d'ailier. Et du coup, Bordeaux arrive à dominer après ce moment où ils ont eu du mal, donc dans les 10 premières minutes où ils n'ont pas réussi à rentrer dans le match. Bordeaux va complètement dominer son adversaire et vont complètement dérouler. Ils vont marquer trois essais pardon, lors de la mi-temps pour porter le score à 22-9 quand même. En retour dans les vestiaires, ce qui était assez salé. On sentait que le Stade Toulousain était acculé. Dupont n'arrivait à rien faire. Et on sentait qu'ils étaient pas très sereins, quoi. C'est-à-dire que l'interview de Nentamak à la sortie de la mi-temps, c'est on sait ce qu'on a mal fait et et il faut juste qu'on se remette dedans, on se mette deux trois claques et ça va être bon. Donc voilà. Et rentrée de la deuxième mi-temps, Toulouse bafouille encore un tout petit peu, c'est la reprise, mais ils arrivent à remettre la charrue avant les bœufs et commencent un peu à dérouler. Et pendant ce temps, parce que du coup il y a un score à remonter, hein, à la mi-temps il y a 22-9, et comme on peut voir il y a 25-26 au score final. Et à la mi-temps, dans la seconde mi-temps, Bordeaux a complètement
raté des occasions qu'ils auraient dû avoir. C'est-à-dire que on voit qu'il y a 2 pénalités qui ont été transformées par Bordeaux. En réalité, Jalibert en a eu 2 de plus en seconde mi-temps et Lucu en a eu une qu'ils ont manqué. C'est-à-dire qu'ils ont manqué 3 pénalités. Ils ont laissé 9 points en route. C'est-à-dire qu'ils auraient pu avoir le bonus, ils auraient pu gagner le match et ne pas laisser de bonus défensif à Toulouse s'ils avaient tout mis. Sachant qu'ils l'ont pas fait. Donc pour moi, le fait marquant du match, c'est le fait que Bordeaux n'ait pas été assez régulier au pied. Ils ont très clairement... c'est eux qui ont donné le match à Toulouse. En plus, ils ont eu beaucoup de pénalités qui étaient réalisables, même si c'est pas facile. Ils se sont donné le bâton pour se faire battre. Et du coup, voilà, match un peu de remise en route. J'ai pu voir un peu quel était le système utilisé par Toulouse. Donc, faut savoir que le Stade Toulousain utilise un système qu'on appelle le 1-3-3-1. Donc, c'est un système où on a... quand on va parler du système en 3-3-1, je vais préparer ça. Quand on parle du système en 1-3-3-1, en fait, c'est un système qui est... c'est la répartition des avants quand on va regarder le terrain d'un point de vue... Hop là, ça va être le retour du paint, hein, je vous préviens. Le système en 1-3-3-1, c'est... c'est où? C'est pas ça. Voilà. Magnifique. Tac. Ah, il est parti mon super outil. Ah oui, c'est ça, Epic Pen. Hop. Hop, tac, tac, tac. En gros, le système en 3-3-1, ça va être un système où on a donc le terrain, les embuts sont ici. Qu'on soit d'accord, en but 1, en but 2. Et en gros, le 1-3-3-1, c'est quand dans la répartition sur la largeur du terrain, donc dans ce sens-là, on a 3 joueurs. Donc ça, c'est la ligne des 15 mètres, la ligne des 15 mètres. On a 1, 2, 3 blocs. 1, 2, 3, 1. 1. Et ça, en gros, ce qu'on va observer, ça, c'est la répartition des avants. On en a 8, donc ce qui fait 6, 7, 8. Donc on a les 8 avants qui sont répartis différemment sur le terrain, et en fait, à chaque fois, on va servir ce groupe d'avants-là qui va les percuter à cet endroit-là, il y aura un ruck qui va ramener ici, etc. Et ce que j'ai pu voir aussi sur les images, c'est que le Stade Toulousain n'hésite pas à utiliser un 3/4 en tant que premier, deuxième ou troisième. On va essayer de le voir, je vais essayer de vous illustrer ça lorsqu'on va regarder le premier essai toulousain. Parfois, ils essaient d'utiliser un 3/4 pour justement créer une passe en plus, avoir une possibilité de donner un relais dans l'axe à un 3/4 qui serait positionné ici pour après déployer le ballon un peu plus loin. Je vais vous montrer ça tout de suite sur le... tac. Sur l'essai de Mathis Lebel. Bon, je vais vous laisser le son. Pause. C'est là on retrouve notre fameux système à 3 joueurs en bloc de 3, ce qu'on va appeler. Et mon application pour dessiner n'est plus là. Où est-ce qu'elle est passée? Elle est là, c'est bon. Donc, comme précisé, on a un premier joueur ici, un deuxième, un troisième. Ils forment tous un bloc de 3. On a un arrière qui est derrière, qui est une possibilité de relais. Et en fait, ça arrivait parfois qu'un joueur en 3/4 soit à la place d'un autre
Vous ne voyez pas, rien ne s'affiche. Ok, c'est juste que je me suis gouré. Attendez, je vais juste faire ça. Capture d'écran, peut-être plus rapide. Ok. Écran 1. Ok. Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Donc j'expliquais. On a... Ah, j'ai pas la version professionnelle, donc je vais avoir que le stylo. Donc on a le joueur qu'on va appeler le numéro 1, le 2 et le 3, dans ce bloc de 3, et du coup il y aura le numéro 4 qui sera en relais dans l'axe. Et du coup, ces trois joueurs-là dans le système de 1-3-3-1 qu'utilise Toulouse vont être des joueurs qui sont plutôt puissants. On parle de ces trois ici, et de ces trois-là. C'est les joueurs qui sont puissants dans l'effectif. Donc ça va être la première ligne, la deuxième ligne et un troisième ligne qui va être un peu plus impactant. Ceux qui vont se décaler sur elle, c'est des troisième lignes qui sont plus, on va les appeler plus volatiles, plus rapides, et qui vont avoir tendance à pouvoir à la fois créer un poids de fixation et pouvoir donner. Parce que aussi ce qui est important, ce qu'on cherche à créer lors d'un match de rugby, par rapport à la défense, c'est des situations de mismatch. C'est-à-dire des situations où l'attaquant est privilégié par rapport au défenseur, privilégié, avantagé par rapport au défenseur. Donc on a cette situation-là. On va... C'est magique. On va virer tout ça. Et donc on a ce système-là de bloc de 3 joueurs qui va venir faire l'heure par rapport à la défense. Parce que là, on est juste à côté de la ligne on est juste à côté de la ligne d'essai. Donc le but, c'est de foutre le bordel dans la défense. Et là, ils ont réussi à très bien le faire. Et d'ailleurs, on va revoir ça sur l'action. Il y a un joueur qu'on va avoir le ballon ici. Et non, on devrait le revoir à la fin de l'action. Il a fait l'effort de se décaler jusqu'à là-bas. Donc, passage dans le dos avec un relais. On a fait l'effort de garder une profondeur, c'est-à-dire qu'on va accepter de perdre un poil de terrain sur les 2 premières passes, mais c'est pouvoir toujours accentuer, parce que là, mine de rien, quand on le remarque, ça saute aux yeux. Enfin, là, ça saute aux yeux. On a les deux, là. Ces deux zigotos, ils sont focalisés sur Ntamak. Et là, on a 1, 2, 3 joueurs face à 1 et 2 défenseurs. Donc là, on a très clairement un avantage numérique. Sachant que sur cette action-là, il y avait moyen que ça aille au bout tout de suite, dès le début. On va juste d'abord regarder l'essai du Stade Toulousain parce que je l'aime bien et après je vous montrerai celui de Bordeaux. Ils étaient 4, il y en avait encore un sur l'aile. Sauf que là, Guitoud décide de garder. Petit garnement. On se rappelle, surnombre de fou. Lui, il appelle en plus au pied. On aurait pu avoir une option où il pouvait taper une diagonale au pied. Guitoud, en bon croqueur, a décidé de garder. Exactement. Sauf que il a su se rattraper. Au lieu de tomber au sol et de se retrouver seul versus 1, 2 et 3 joueurs, sachant que les soutiens les plus proches, c'était juste Dupont et lui là, qui était en retard, il a joué au sol. Ce qui a mis dans le faux 1, 2, 3 joueurs. 4. C'est-à-dire qu'il a consommé entre guillemets 4 joueurs en faisant cette action-là. Et le replacement, vous vous rappelez du numéro 8, le replacement du Stade Toulousain était extrêmement efficace, c'est-à-dire que une fois qu'on a fait notre passe, on s'arrête plus, on suit l'action. Et c'est là, j'aurais bien aimé avoir un plan large. On a fait la passe, le 8 a fait sa passe, dernier passeur, dernier soutien, et il s'est mis dans la zone, dans la ligne qu'on voit ici, qui est la ligne de la défense, la ligne d'avantage, pour suivre l'action. Et c'est comme ça qu'après il se retrouve, il est venu se remettre dans l'axe du jeu. Pour après jouer en 2 contre 2, où il a totalement défoncé, il a déposé Moefana sur son 2 contre 2. En déposant le premier joueur, il peut essayer de se jouer une sorte de 2 contre 1 un peu bizarre avec l'autre.
passe en Chistera, le geste est beau, et du coup le bel n'a plus qu'à aller sous les poteaux. Du coup, bon, là on voit le... belle relocalisation du coup. Bah, c'est une transformation du jeu. C'est-à-dire que là on allait partir sur ce qu'on appelle une phase de groupé. Donc pour vous expliquer, dans le rugby, on a trois... Désolé pour la notice Steam. On a trois formes de jeu, donc on va appeler la triple variante fondamentale. Donc on a le jeu groupé, donc c'est le jeu qui va se jouer près de la zone de ruck. On va avoir tendance à rentrer sur du homme contre homme, sur des petits espaces. Et le jeu déployé. Le jeu déployé va se jouer au large, on va essayer de jouer dans les espaces qui sont entre les joueurs. Et enfin, il y a une dernière forme de jeu qui est le jeu au pied, qui interviendra dans l'un des essais. Donc ça, c'est une transformation de jeu. On part d'un jeu groupé au départ vers déployé. Déployé qui va devenir ensuite pénétrant avec la course qui va devenir rentrante du 12. Soutien bof efficace, parce que là, ils auraient pu très clairement se faire gratter le ballon. Et après, 2 contre 2, on vient chercher, il y avait de l'espace, et essai. Donc ça, c'est un très bon exemple de changement de style de jeu. Pas de style de jeu, si, du type de jeu qui est utilisé. On parle de déployer, etc. Et donc, on va essayer de le revoir ça un peu raté. Bon, ils n'ont pas envie de montrer. Et du coup, le premier essai, c'est celui-là. Là, je vais vous montrer un exemple d'un essai suite à un jeu, à une tentative d'action décisive sur une situation de mêlée, avec une très bonne utilisation du jeu déployé et une transition vers un jeu au pied, c'est ce qu'on va appeler un jeu au pied de recentrage. C'est un peu un jeu au pied qui est un peu bazar entre un jeu au pied de recentrage et un rasant dans le dos de la défense. On va regarder tout ça. Donc, on est sur une phase statique. Donc, une phase où le ballon et les joueurs sont arrêtés. Une mêlée. Lors de cette mêlée, bon, 89, histoire de créer un peu d'espace. Le fait que l'UQ parte dans le fermé juste pour essayer d'attirer le 9, c'est juste anecdotique. Donc, sortie de la balle. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme forme de jeu? Déployer. Très vite, très loin, parce qu'on sait on voit qu'en face, les 3 joueurs du Stade Toulousain ils sont rapprochés. Qu'on va venir défendre sur une mêlée où on a beaucoup d'espace au niveau du terrain pour les défenseurs, on va au début se rapprocher énormément pour ensuite contrôler et se décaler. Donc on va y chercher large très vite. Et du coup, Delib, qui était à l'aile, est obligé de garder la couverture du second rideau. Parce qu'au rugby, on sait qu'on a une organisation en 3 rideaux défensifs. Donc quand on a la première ligne de défense qu'on va appeler R1 ici, on va avoir une deuxième ligne de défense avec quelques joueurs qu'on va appeler R2, qui est là d'où vient le dernier, et la dernière qui s'appelle le R3. C'est les 3 rideaux défensifs. C'est les 3 rideaux défensifs qu'on va avoir en défense. Et du coup, Delib, il était en R2, et une fois que le ballon est allé au large, ça va arriver dans sa zone, il faut qu'il monte, sinon il va laisser ses potes se faire déborder. Je finis juste ce que j'étais en train de dire, après je te réponds. Et donc il va monter pour essayer de jouer son 2 contre 1. Et pourquoi bonne question, pourquoi est-ce que le choix d'être Toulouse est autant regroupé? C'est juste que quand on va être sur une phase... C'est parfait. Quand on va être sur une phase de jeu dans ce sens, de droite à gauche avec une mêlée qui va être assez excentrée par rapport à l'axe de terrain, les joueurs en attaque vont être du coup très écartés avec du coup le numéro 10 ici, le numéro 12 en profondeur, le numéro 13, en général le 12 est plus dans l'axe des poteaux,
Parfois, bon là c'était pas le cas échéant, on a le 11 qui peut être là mais qui peut aussi s'interposer dans la ligne, le 15 et enfin l'ailier. Et en gros, le problème c'est qu'on a, comme on peut le voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs sur toute la largeur du terrain. Contre, en attaque, vu qu'on va essayer de garder ces 3 rideaux là pour pouvoir défendre sur l'entièreté du terrain, on va voir 1, 2, 3, donc respectivement le 10, le 12, le 13, qui vont former le premier rideau. Dans l'axe de la mêlée, on va voir le 11, toujours, pas en vis-à-vis par rapport à son joueur. Et enfin, le 14 qui est sur la même ligne que le 11, mais de l'opposé pour prévenir d'un coup de pied dans le dos de la défense. Et le 15 qu'on voit ici, bonjour, Thomas Ramos, qui va couvrir l'axe profond du terrain. Et en gros, pourquoi est-ce qu'ils sont resserrés? Parce que l'espace à couvrir est très grand. C'est-à-dire qu'ils ont tout ça pour manœuvrer. Et le problème, c'est que s'ils étaient un ici... Attendez, je vais effacer ce que j'avais mis juste avant. Donc, l'espace est très grand. Et du coup, s'ils étaient un là et un là, suffirait que le 10 et le 12 attaquent dans un endroit proche pour qu'ils puissent passer dans cet intervalle qui est incroyablement grand. Donc, quand on va être en défense, sur une mêlée, on va avoir le choix, on va choisir d'être très resserré, toujours après en miroir par rapport aux défenseurs, d'être toujours très resserré pour ensuite un peu s'écarter, et ce qu'on va appeler du coup une défense en contrôle, ce que va réaliser le Stade Toulousain sur cette action. Je vais vous montrer ça. On va juste effacer tout ce qu'il y a. On va défendre en contrôle sur la zone, en bloc toujours. Jamais monter ce qu'on va appeler en tiroir, comme on peut voir ce qu'on appelle ça comme ça dans l'autre balle. Donc on va monter en contrôle, c'est accepter de perdre du terrain pour gagner du temps, pour pouvoir justement se décaler vers la touche. C'est-à-dire que là on les voit, ces joueurs-là, ils courent pas tout droit, ils courent en diagonale vers la touche. C'est exactement ce que fait de l'IBC. Il accepte de perdre du terrain pour gagner du temps. Sauf que très bonne lecture du 15 en face, Thomas Ramos, là, il est aux fraises. Hein. Si ça tape derrière, il est obligé de faire tout ça. Alors que eux, ils ont une vingtaine de mètres seulement à faire. Et c'est justement le problème. Là, on est parti sur un jeu, ce qu'on va appeler déployé contournant, vu qu'on est allé chercher très loin en espérant contourner la défense. Et du fait de l'absence de Thomas Ramos, coup de pied de poursuite pour son ailier. Et derrière, c'est du sprint. Thomas Ramos arrive trop vite, du coup, vu qu'il le voit qu'il tape au pied. Quand il tape au pied, Thomas Ramos, il est quasiment au centre du terrain. Donc il est obligé de faire 20 mètres pour aller le chercher. Donc ce qu'on va appeler en anglais, il overrun. Donc il court trop. Ce qui fait qu'il suffit juste de faire retour intérieur. Et c'est essai. Donc là, c'est juste un cas d'école. C'est extrêmement bien joué. C'est belle lecture du 15. Et juste, la défense toulousaine a quasiment rien pu faire. C'est un essai quasiment imparable. Parce que là, le problème, c'est que si vous me dites, oui, très bien, mais pourquoi est-ce que l'ailier qui est calé ici, là, on le voit pas là, à droite de l'écran, si l'ailier qui était à droite de l'écran, il n'était pas monté, bah, il aurait pu taper dans le dos. La défense était bien placée, c'est juste que c'est un essai qui est quasiment imparable. Ramos servait à quoi derrière la mêlée? Bah, il sert en fait à couvrir l'axe profond du terrain. Quand tu es 15, quand tu es placé en 15 sur le terrain, la consigne qu'on va te donner, ça va être de suivre le ballon et toujours, quand tu es sur une mêlée, de te mettre dans l'axe du 10. C'est pour ça qu'on le voit ici. De se mettre dans l'axe du 10. Et à cause du fait que on est tout simplement Zach Holmes qui chope le ballon, que tu es un joueur qui vienne à l'intérieur et qu'il fasse une sautée, là le ballon il a fait 20 mètres et on nous l'apprend tout le temps au rugby, le ballon va plus vite que les joueurs. Donc là en fait Ramos s'est trouvé à la bourre. Mismatch, il a réussi à gagner du terrain par rapport à Pierre-Louis Barassi.
Il a même gagné son duel, ce qu'on peut le voir. Il a pu se libérer pour pouvoir essayer de transmettre le ballon à son adversaire. Très beau geste technique. Pied gauche. Et derrière, c'est juste un mismatch en situation de défense. L'ailier s'est fait bouffer, retour intérieur, et c'est imparable. Et en soi, le deuxième essai bordelais vient aussi d'une erreur. C'est aussi une erreur de la part du Stade Toulousain. On va le voir tout de suite. Il a marqué un doublé. Hein. Tamboué. Un doublé. Donc, situation. Le Stade Toulousain est dans ses 22 mètres. Qu'est-ce qu'on fait? On sort au pied. Par quelle forme? Le jeu, on va taper au pied derrière le ruck. Donc par l'intermédiaire du 9. Il n'y a personne qui est calé derrière, donc ça va être par l'intermédiaire du 9. Et là, on revoit, comme ce que je vous avais dit au début, le système avec un joueur, deuxième, un troisième pour former un trinôme d'attaque, ainsi qu'avec, derrière, un trois quarts pour faire la distribution de jeu et pour faire relais derrière. Donc c'est le système qui est utilisé actuellement. Là, c'était dans une situation de replacement. Et donc, il y a eu aussi peut-être un problème de montée sur cet essai-là. Mais du coup, ce qu'on va avoir, c'est donc jeu au pied pour essayer de se sortir. Le problème, c'est que Toulouse était dans ses 22. Et il y a une règle au rugby qui dit que quand tu es dans tes 22 et que tu tapes directement en touche, la touche se revient. Le seul problème, c'est que Antoine Dupont, ici, ne va pas trouver la touche. Et je pense que là, si je vous laisse... Allez, je vais vous laisser 20 secondes. Je vous laisse 20 secondes et vous essayez de me trouver qu'est-ce qui va pas. Qu'est-ce qui vous dérange là? Genre, on va se focaliser sur les joueurs qui sont en blanc. Qu'est-ce qu'ils ont mal fait? Pendant ce temps-là, moi je vais juste aller me chercher de l'eau, je reviens. Vous avez cette train de devoir, vous avez 1 minute pour regarder ça. Ah, attends, je vais couper la caméra, j'arrive. Vas-y. J'ai fait tomber l'eau. Tu peux repasser la caméra dans le métier. Re. Ils sont 16 les rouges. Non. Mais par contre, les blancs se sont retrouvés à 14. Non, toute la défense est sur la moitié de terrain. Mauvaise réponse, malheureusement. Normalement, lors d'un jeu au pied tel que celui-ci, après ils étaient un peu cramés hein, à ce moment-là du match. Normalement, lors d'un jeu au pied de pression, on va assigner des rôles à chacun des joueurs, surtout sur un jeu au pied de dégagement. Après, vu que c'était un jeu au pied, on avait la volonté de sortir du terrain et d'aller en touche. Peut-être que ce setup-là n'était pas prêt. Normalement, lors d'un jeu au pied comme ça, vous ferez attention. Donc on va avoir un joueur qui va aller essayer d'aller à la réception du ballon. Et on va avoir d'autres joueurs qui manquent, hein, qui sont censés être là ou être ici. Un qui va aller se mettre dans l'axe de celui-ci qui va essayer d'aller réceptionner le ballon en cas de volleyage en l'air. Et un autre qui va aller traverser derrière, qui va se faire ce qu'on appelle le chien. Donc il va essayer d'aller récupérer le ballon derrière. Et en fait, le souci, c'est que quand le jeu au pied a été effectué, ben, les mecs en défense, ils étaient comme ça. Ah, faut monter. Apparemment. Donc, c'est ça le souci, c'est-à-dire que
On a eu un jeu au pied qui a été effectué de la part de Dupont. Et pourquoi il marche? Faute à Dupont ou mauvaise communication? D'un côté, les deux. Un peu des deux en soi. On voit, lui, il monte pour aller mettre la pression. Ils sont... Bon, Dupont, il monte, normal, c'est logique en soi. Eux, ils sont en train de se relever. Le 1 qui était, on rappelle, il y a 10 mètres, alors que lui, on a fait 30. Bon, après, il devait être un peu oxy, c'est facile de dire ça. Mais on voit que la ligne de défense, elle est dégueulasse. Là, il y a un énorme trou. Là, il y a un trou. Et c'est ce qui va faire que, bon, là, on le voit pas, mais à droite, il y a encore probablement pas non plus grand monde. C'est ce qui va créer, en fait, la situation dans laquelle ils vont se retrouver. On va voir, du coup, un ballon qui va être relancé à la main. On va réussir à aller chercher le centre du terrain. Et qu'est-ce qu'on voit là? Bah, c'est que c'est une jolie ligne de défense qui est pas à plat. Et du coup, espace, mismatch parce que on a un Alban, coucou Alban Placine, face un ailier qui court beaucoup trop vite pour lui. Et ben du coup, situation de mismatch, grand espace, intervalle, essai. Donc voilà, sur les deux essais que s'est pris le Stade Toulousain de la part de l'ailier, 2 fois c'est sur des erreurs de repositionnement. Le premier est un valable, mais on le voit encore plus sur ce plan-là, c'est abusé. Voilà. Je pense que on peut faire une capture d'écran de cette image-là et il y aura, je sais pas si on pourra trouver quelque chose qui fait encore. Hmm, erreur de début de saison, je pense pas. Euh, Parce que cet essai-là, voilà, il arrive à la 34e minute de jeu. Euh, quand j'ai vu le match, ça s'envoyait pas mal. En vrai, le match était assez ouvert, c'était assez plaisant. Ils essayaient de faire du jeu. Toulouse avait un peu plus de mal. Mais 34e minute de jeu, il te reste. T'as une demi-heure dans les pattes. Je pense que c'est un peu compliqué. Et bah, là-dessus, boulevard, trop vite, trop fort. Voilà, trop BG, il y a tout. Donc, ouais, ça c'était un peu les deux essais que j'avais trouvé intéressants à regarder. Et on pourrait se mettre celui de Lamera pour vous faire plaisir, et celui d'Entamac, si vous voulez. On va se faire ça juste après, mais voilà. C'est-à-dire qu'en gros, le match a été intéressant, les deux équipes sont à peu près neutralisées chacune à leur tour. Toulouse a eu un gros coup mou en première mi-temps, et la seconde mi-temps, ça a juste été Bordeaux qui a complètement raté, qui a craqué au pied en fait, Jalibert. N'ont pas réussi, et juste, bah, quand tu veux pas taper des pénalités entre les poteaux, bah, tu ne gagnes pas de match. Y a pas photo. Donc, on me réclame le premier essai. Premier essai du match, premier essai de Lamera, 23e minute. Transformation, donc jeu groupé. Bon, là, on sera juste sur les plaquages. Transformation rapide du jeu toujours en groupé. On reste dans la même forme de jeu. Et là, c'est juste le replacement défensif qui est pas assez bon. Continuité du jeu tout le temps. C'est-à-dire que, regardez, un truc tout con. On va essayer de compter à chaque fois que le ballon est au sol, combien de temps il reste au sol. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 1. Allez, relevé. Et traverse la ligne. Ballon au sol. 1, 2, ballon relevé. 1, 2, ballon relevé. Et derrière, continuité, le ballon ne touchera plus jamais le sol. Hop, continuité du jeu incroyable. Jalibert qui a l'intelligence de revenir dans l'axe. Pour après jouer en 2 contre 1, la Mera plus puissant, la Mera essaie. Donc c'est ça aussi qui fait qu'on va marquer. C'est-à-dire que le fait d'avoir des rucks propres, rapides, va permettre aux joueurs de transformer rapidement le jeu, de faire du coup beaucoup plus se déplacer la défense sur le même laps de temps, et donc de créer des brèches, et du coup les essais qu'on a pu voir avant.
Et du coup, on va se faire à la demande le dernier essai. Celui-ci, il est signé Romain Tamac. Et c'est... bon, on va dire qu'ils ont été efficaces proche des zones de marque. On vient avec la vitesse pour essayer d'avancer, mais ça passe pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Changement de utilisation d'une autre forme de jeu. On a fait 2 fois du groupé, on s'est fait ouvrir en deux. Bon, bah, ok, relais. Bon, après, il avait aussi pas d'autre choix. Mais du coup, voilà, Ntamak qui navigue, et là, c'est juste plaquage raté, plaquage raté, plaquage raté. Et aussi le fait qu'il se retrouve face à un pilier. Parce que lui, là, ou un deuxième ligne. Pilier. Parce que lui, normalement, il est pas censé être là. Normalement, lui, il est censé être plus proche du rock. Ce qui fait que t'as le 15, un pilier, un 13. Bah, logiquement, vu qu'il est plus puissant, il va avoir un peu plus de mal à se déplacer. Et donc, situation de mismatch. Malheureusement, l'ailier en face, le jeune qui a raté son plaquage. Hop là. Plaquage raté, mismatch. Ciao, bye bye. Voilà. C'est terrible, hein. Ça joue à des détails à chaque fois. Mais c'est juste impressionnant. Par exemple, l'Angleterre, on ne verra jamais deux piliers à côté lors dans la ligne de défense parce qu'ils savent que c'est une situation où c'est trop risqué. Il y a trop de situations où il peut y avoir des mismatchs entre des joueurs plus lents et plus rapides. Donc il n'y a jamais deux piliers à côté. Il n'y a pas un écran sur l'essai. Non, parce qu'il n'y a pas de contact. On va se mettre au ralenti. Donc, Ntamak Rafu, il repart dans l'autre sens. C'est un écran avec ce genre là dont tu parlais, Théo. Youp. Il n'y a pas de contact? Moefana, s'il y avait eu un écran entre le défenseur et l'attaquant, oui. Là, oui, je t'aurais dit il y a eu écran. Sauf que là, il n'y a pas eu. Et après, c'est juste ce joueur qui trébuche tout seul. Il n'y a pas eu de contact franc. Enfin, il lui met la main sur le dos, mais c'est pas suffisant pour dire qu'il y a eu écran. Mais du coup, voilà. Ça, c'était le match d'hier. Match assez rigolo à regarder. Il y a eu pas mal de... Sur la première journée de top 14, c'était rigolo. Il y a pas mal de joueurs qui ont joué face à leurs anciennes équipes. Ici, Stade français Paris. Il y a un petit préféré de quelqu'un dans les spectateurs qui a fait son premier match face à son équipe adverse. Son prénom c'est Morgan et son de famille c'est Para. Et oui, non, c'était assez intéressant. Ce qui donne du coup un classement qui est assez bizarre, vu qu'on va faire un petit point classement, tant qu'on y est. Toulouse se retrouve 7ème. Donc Toulouse se trouve euh, dernière équipe ayant gagné un match, parce que du coup, bah, à l'issue de la première journée, il y en a 7 qui ont gagné et 7 qui ont perdu, à moins qu'il y ait des égalités. Parce qu'ils ont gagné que d'un point. Ça va être la différence de points qui se joue à ce moment-là. Toulon qui a mis une branlée pour son premier match. RCT. Racing qui a gagné aussi avec des nouveaux joueurs qui ont apparemment montré de belles choses. Stade français qui a réussi à battre Clermont à domicile, etc., etc. Et du coup, maintenant, la question, c'est quoi? C'est what's next? On aurait dit un grand buveur d'expresso. Donc, les premiers matchs, ce sera toujours le dimanche. Donc, on se retrouvera le lundi, toujours à la même heure. On se retrouvera à 19h. Et pour Bordeaux, ils devront aller se déplacer chez le champion Montpellier. Donc, match très intéressant pour vraiment se jauger pour Montpellier et pour Bordeaux.
Comme rencontre, un peu, on va dire, la rencontre à suivre, je pense que Lou-La Rochelle va être intéressant. Euh, Après Montpellier-Bordeaux, et on peut peut-être rajouter un Castres Stade Français. Et bah oui, bien évidemment, Stade Toulousain, Toulouse, et Stade Toulousain face à Toulon, qui aura lieu dimanche à 21h. Voilà, voilà, c'était tout pour moi. C'était rigolo. Let's go. Euh, Ça me ferait beaucoup rire. J'essaierai de voir si on peut faire. Attends, est-ce que je peux faire ça? Si je fais un slash pool. Ah, j'ai pas la possibilité. Bon, y a pas. Y a pas, y a pas, y a pas, y a pas. Mais du coup, voilà. C'était les petits matchs de la journée. Et puis, bah, on va se retrouver lundi prochain, tranquillement. Et je propose que, avant de se quitter, on va aller faire un truc que moi je voulais faire depuis le début. On va raid quelqu'un. Truc de fou. On va aller raid quelqu'un. Prono pour la saison? Ah, attendez, on va faire ça avant. Mais voilà. Prono pour la saison. Pour moi, c'est trop tôt pour dire. Pronostic pour les prochains matchs? Allez, vous savez quoi? Attendez, on va se remettre ça tous ensemble. Pronostic pour les prochains matchs. Alors, Lyon-La Rochelle. J'aime pas mal les Lyonnais, mais désolé, mais moi je pense que c'est La Rochelle qui gagne. On va noter ça et on va vérifier ça. Je vais faire ça avec vous, je vais noter. On va noter ça à la fin du carnet. Le carnet. Objectif de Toulouse, bah, tout gagner. Ils ont la possibilité de le faire, ils ont l'effectif pour. Les pronos de chaque équipe. Donc, premier match, Lou-La Rochelle. On va faire Lou-La Rochelle. Personnellement, je vois vainqueur La Rochelle. Je sais pas ce que vous voyez, vous, vainqueur. Je sais pas qui voyez-vous gagner ce match. Pour moi, il n'y a pas beaucoup photo. Ensuite, on a Castres Olympique face à le Stade Français Paris. Et on verra ça lors de la semaine prochaine. Pour moi, j'ai pas vu le match malheureusement du Stade Français, mais commence pas avec ça, Félix. Castres, Stade Français, Paris. Ah, c'est 50-50. C'est quoi les résultats de la première journée? Euh, Internet qui mouline. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Ouais, je te conseille pas. Ouais, Paris qui a gagné Clermont et Castres qui a perdu. Allez, vous savez quoi pour le beau jeu, on va dire ici c'est Paris. Ensuite, Aviron Bayonnais face au Racing 92. Je pense qu'il n'y a pas photo, on voit tous le Racing ici. Je miserais l'inverse alors. On voit tous Racing 92, on est d'accord pour l'autre match. On est d'accord. Très bien. ASM face à Pau. J'ose espérer que l'ASM va gagner face à Pau. Même si c'est possible. Pau n'a plus Antoine Astoy qui est parti, etc. Perpignan face à Brive. Match d'outsiders de la compétition. Là, vous savez quoi, ça va être sur les 3 derniers matchs. C'est vous qui allez donner les pronostics. On va voir. Moi, j'en prends 4, vous en prenez 3. Donc, je veux savoir.
Perpignan contre Brive. Qui gagne? Le premier à l'écrire, Jean Anton. Aïe 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 aïe, désolé Félix. Il y a une majorité de brivistes dans le chat. Ça sera Brive pour cette fois-ci. En vrai, au lieu de faire le plus rapide, je vais faire. Et en plus, tu as mis un T à Perpignan. Euh, Non, on va faire ceux qui sont la majorité. Donc, Brive, dans la décision du chat. Très bien. Les suivants. Montpellier face à Bordeaux-Bègles. Champion de France face à équipe. Face à l'autre équipe. Une voix pour le MHR. Montpellier, Héros Rugby. Et l'autre, c'est Bordeaux. 3 voix pour les MHR. Waouh. Vous voyez pas, les Bordelais aller très loin. Et enfin, ça, on va vous le laisser à vous. Le Stade Toulousain face au RC Toulon. Je sais déjà qu'il y en aura un en faveur du RCT. Voilà. Surprenant, n'est-ce pas? Donc, un RCT. J'ai pas encore les... Je sais pas si je peux faire de... Demande d'adulation, de bannissement, chuchotement. Non, j'ai pas les... Je peux pas faire de... Toulon, Toulouse. Oh. J'ai envie de dire RCT, mais vu la côte, je dirais les Toulousains. Très bien, bah, il me reste le dernier prono de Pépin 75. Et après on sera good. Toulouse. Bon, on va entourer le stade toulousain et on va... Je vais bien noter que Théo a été pour Toulon. Comme ça, on pourra bien lui dire qu'il a perdu. Bon. Bah écoutez, ces pronostics vous ont été offerts par la chaîne Jonou et compagnie, ainsi que toutes les personnes dans le chat. Well played, parce que Toulon, Toulouse. Exactement. Et puis, bah... Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je sais pas si l'un de vous a quelque chose à dire dans le chat. Moi, je vous propose... Je vais regarder... On va essayer de trouver quelqu'un... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait... Ah, ben malheureusement, nous sommes seulement les 4 spectateurs de la catégorie rugby sur Twitch. Hier. Oh, dommage. Je suis déçu. Je pensais qu'il y aurait plus de monde. Bon, on va arrêter quelqu'un au pif, hein. Dans le doute. Allez. Comment est-ce que je peux faire ça? Attendez, j'essaye un truc. Bon, tant pis, on fera ça une autre fois. Bon, des bisous, portez-vous bien, on se voit la semaine prochaine. Tchuss!